Bonjour docteur Sikorov. Bonjour. On a décidé pour que ce soit plus simple l'interview de se tutoyer. J'ai du mal à te caser dans une case. La presse parle de toi comme d'un ovni. Ah bon? On peut lire dans le Canard enchaîné le psy que la sécu rend dingue. On peut lire aussi dans le magazine Santé mentale de l'adolescent perdu au psychiatre engagé. Tu as aussi dit on a 20 ans de retard quand on parle de psychologie et de psychiatrie. Comment est-ce qu'on te définit simplement? Je suis celui que tu peux pas définir. Ok. Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Euh, Moi, j'ai l'impression, mais c'est que mon avis, que les gens n'aiment pas être dans des cases, mais qu'ils essayent de mettre dans des cases très rapidement quand même quand c'est pas eux. Et tu peux trouver des gens qui disent que je suis anti-vax, des gens qui disent que je suis tout et n'importe quoi. Et je pense que la science est beaucoup plus nuancée que ce qu'on entend dans les journaux. Et donc, honnêtement, je sais pas si tu peux me mettre dans une case, je suis pas sûr. Tu peux me mettre dans la case psychiatre avec un trouble psychiatrique, c'est une très grande case. On est tous un peu incognito, mais on est beaucoup. Mais en dehors de ça, je sais pas si tu arrives à me mettre dans une case sans sacrifier. Tu vois, si tu forces et que tu fais rentrer des ronds dans des triangles, la case est un peu abîmée au passage, tu vois, ça marche pas trop. À mon avis, c'est ça qui se passe. On te décrit souvent comme un psychiatre engagé. C'est quoi pour toi être un psychiatre engagé aujourd'hui? Bah moi, j'ai mis en danger la sécurité financière de ma famille et mon exercice, et il est toujours en danger d'ailleurs, euh, pour les patients. Donc je pense que c'est la définition même, c'est-à-dire que j'ai engagé du temps, de l'argent et des considérations qui dépassent très largement ce que l'on attend du psychiatre moyen. Et moi, j'ai mis du temps avant de comprendre que la norme, c'était le psychiatre moyen. Tu vois, tu peux pas demander aux psychiatres de risquer leur exercice, de payer, machin, parce que les soins ne sont pas comme moi j'estime qu'ils devraient l'être. Tu vois, c'est pas possible. Donc, à mon avis, c'est ça. Je pense que j'ai fait le extra mile pour les patients. On verra si ça paye ou pas. Mais j'estime qu'ils pouvaient être aidés parce que je pensais nécessaire, tu vois, je mets des guillemets, hein, Je euh, vois ça. je m'y suis mis à fond et ça m'a un peu pété à la gueule. Mais si c'était à refaire, je ferais pareil. Donc voilà, je pense que c'est ça. Tu as été diagnostiqué bipolaire et TDAH. On te retrouve beaucoup dans la presse sur ces deux sujets. Qu'est-ce que ça a fait de l'apprendre et comment ça se passe dans une vie personnelle? Parce qu'on va parler de ces deux sujets aujourd'hui. Dans une vie amoureuse, lorsqu'on découvre, lorsqu'on traite, quand on avance dedans. Bah alors TDAH, moi on m'a d'abord dit ça en premier. On m'a filé de la Ritaline quand j'étais gamin et j'ai pas du tout aimé. Ça me faisait le cœur palpitant à 200 à l'heure. J'aimais pas du tout. Ma famille disait que c'était incroyable, mais j'ai vite arrêté. Et puis après, on m'a dit que j'étais bipolaire. Et au début, ça n'a pas fait grand-chose parce qu'on m'a filé des médocs qui avaient très peu de chances de marcher. Donc au début, ma copine de l'époque s'est cassée parce que je suis revenu, j'ai dit ah je suis bipolaire. Elle a dit cool, ça va aller mieux, puis en fait ça allait pas mieux du tout, donc elle s'est barrée et elle a vraiment eu raison, honnêtement, parce qu'elle a évité pas mal de galères. Et ma femme aujourd'hui, elle est psychiatre aussi, donc quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit bah écoute, je suis bipolaire, hein. Et elle a fait ok, d'accord, banco. Et si elle avait pas été psychiatre, je pense qu'elle se serait cassée aussi. Donc j'ai eu pas mal de chance. Et en fait, c'est quand on a su que elle était enceinte. Moi, je suis tellement pas concentré que je peux foutre, je sais pas moi, le gamin au congélo et jeter le poulet au four. Enfin, tu vois, je peux faire tout et Oui, oui. n'importe quoi. Et du coup, j'ai testé la Ritaline de nouveau et j'en ai chialé. Moi, je me souviens encore du premier jour, je suis rentré, j'ai explosé en larmes parce que c'était tellement bien. J'étais tellement zen. Un truc de malade, franchement. Euh, donc voilà, il y a eu différentes étapes. Il y a le diagnostic, il y a est-ce que les gens vont mieux après, tu vois, il y a plein de trucs. Mais ça vous balance une vie en vrac dans tous les sens, hein, clairement, clairement. Mais bon, au moins on s'emmerde pas, on s'ennuie pas. On verra qu'il y a une comorbidité entre différents troubles aujourd'hui. Je te propose qu'on démarre par la bipolarité et qu'on enchaîne ensuite sur le sujet sur lequel j'aimerais t'emmener, qui est celui du TDAH, dont on parle beaucoup, que ce soit dans la presse, que ce soit Oui, sur Internet. Et on n'arrive plus trop à savoir le vrai du faux là-dedans, et on va essayer de démêler tout ça. ok. Pour commencer par la bipolarité, c'est quoi un trouble bipolaire? Si on enlève tous les mots compliqués qu'on trouve dans les manuels de médecine, c'est quoi un bipolaire? Et qui sont faux en À quoi plus, ça hein. ressemble? Un trouble bipolaire, c'est une toute petite partie du plus grand groupe de la maniaco-dépression. Et les maniaco-dépressifs, c'est des gens qui font des fluctuations d'humeur.
Ça peut être soit des répétitions de dépression, soit des phases hautes, des phases basses. Si tu as dans ta vie des moments où l'humeur fluctue de façon chronique et répétée, sans aucune cause, et que dans la famille, il y a des gens qui font pareil, tu as une maniaco-dépression. Et donc souvent on voit marquer une phase haute, c'est une phase euphorique où les gens sont exaltés. C'est complètement faux. Il y a des gens qui sont exaltés, puis il y a des gens qui sont juste agités. Et donc en fait une phase haute, c'est quand tu as trop d'énergie. Donc moi quand je suis en phase haute, je dors 3 heures, je fais 2 heures de sport, je vais au boulot, le midi je vais au sport, je reviens, je refais du footing, j'écris des trucs, enfin on m'arrête pas. Et puis quand je suis en phase basse, je suis une larve. Et donc je dors et je ne fais rien d'autre. Et donc tu peux discuter, tu peux dire oui, mais c'est que ma famille, machin, c'est que bidule, c'est machin. Si tu as des périodes où tu dors 20 heures par jour pendant plusieurs semaines et que après tu as des périodes où tu dors 3 heures par jour, tu as un gros souci. Il faut prendre un médoc. Tu peux dire que c'est de la manioc-dépression, de la cyclothymie, ce que tu veux, de l'hypersensibilité, t'appelles ça comme tu veux. Franchement, moi je m'en fous. Et si dans la famille il y a des suicides, le temps presse parce que c'est une maladie mortelle, on est d'accord. Il y a 10% des gens aujourd'hui qui décèdent de suicide avec ça. Donc, grosso modo, c'est ça. C'est quand les gens sont pas stables sur leur niveau d'énergie. Mais on peut être en phase haute et être triste. On peut être en phase basse et ne pas être triste. Il y a des gens dépressifs qui sont pas tristes. Moi, quand je suis dépressif, honnêtement, je suis juste larvesque, quoi. Je suis même pas triste, il se passe Oui. rien. Donc voilà. Donc il y a cette espèce de cliché qui est faux, qui est à mon avis dangereux. Mais le trouble bipolaire, grosso modo, c'est ça, c'est des problèmes d'humeur qui reviennent de façon chronique, qui commencent vers l'adolescence avec des antécédents familiaux, etc., etc. Est-ce qu'on peut l'être à différents niveaux? J'imagine que oui. Et si oui, comment est-ce qu'on détecte ça facilement? Un patient vient te voir. Comment est-ce qu'on peut... Alors, on parlera d'étiquette ou de non-étiquette après, mais comment est-ce qu'on met le diagnostic sur quelqu'un qui est bipolaire? Bah alors en fait, c'est le vrai souci, c'est que là, c'est la version facile et on n'a pas 3 heures, mais en gros, il y a des bipolaires, il y a des maniaco-dépressifs qui font que des phases hautes, d'autres qui font que des phases basses, d'autres qui font ça que l'été, d'autres que l'hiver, d'autres qui font ça une fois tous les 3 ans, d'autres qui font des états mixtes, d'autres qui font ça que s'ils prennent des antidépresseurs. Enfin, tu vois, il y a une quantité de spécificité à chaque fois. Et en fait, il n'y a pas de diagnostic facile. Ils ont sorti un test, une prise de sang à 1 000 € là, qui est un scandale. Je ne sais pas pourquoi on a laissé les gens vendre ça, mais pourquoi pas, qui ne marche pas plus que juste parler à un psychiatre compétent. Et donc, il n'y a pas de façon facile de dire que tu as un trouble bipolaire ou pas. La famille sait faire la différence, en moyenne. Les familles, ils te voient. Parce que moi, quand tu me demandes si je suis bipolaire ou pas, je te dis non, jusqu'à il n'y a pas si Hmm. longtemps que ça. Et les gens ne se souviennent pas des phases basses. Les phases hautes, ils voient pas que c'est un souci. Moi, honnêtement, je voyais pas le problème. J'ai acheté des costumes, mais attends, mais je sais pas, tu vois comment je suis sapé. Mais j'ai acheté des costumes Calvin Klein, je les ai jamais mis. J'avais essayé des godasses à 500 balles, je les ai mises, j'ai hurlé de douleur et j'ai dit je vais les prendre quand même. Qu'est-ce que je te dis avec ça? Et donc en fait, les proches, l'entourage, ils voient à peu près comment ça déconne, tu vois, parce que comment il est, bah là il est déprimé. Comment il était cet été, bah cet été on n'arrivait pas à l'arrêter, Hmm. il dormait plus. Des fois ça prend 5 minutes de faire le diagnostic, honnêtement, des fois c'est simple. Le problème c'est qu'on n'invite pas toujours la famille, on n'a pas le temps, ce que tu veux, mais c'est pas super compliqué. Alors là c'est les cas faciles, des fois c'est pas clair, mais quand ça fait 15 ans que tu galères, faut tester un médoc, tu vois, quand t'as fait de la thérapie à droite, à gauche, devant, derrière, bah t'essayes un médoc, enfin je veux dire, moi je suis très pragmatique, tu vois. Qu'est-ce que t'as fait, ça marche pas, est-ce qu'il y a d'autres choses autres que les médocs, faire du sport, faire sa prière, ce que tu veux. Et si ça marche pas, tu prends un médoc et puis voilà, on va pas y passer des plombs, quoi. Ok. Ou alors le lithium ou la kétiapine ou ce que tu veux, il y a grosso modo un patient sur 2 qui répond. Il y a la moitié des patients qui ont besoin de plus de médocs que ça, qui en prennent 2 ou 3. Moi, tu vois, j'en ai 4 différents ou 5 différents, je me souviens même plus. Mais oui, l'idée c'est que l'humeur soit stable après. Donc ça veut pas dire que tu es en mode robot et tu réponds à plus rien, mais tu es censé gérer les emmerdes de la vie, l'URSSAF, les élections présidentielles, ce que tu veux, tu vois, tu es censé gérer les moments compliqués, ton Hmm. gamin qui est très malade, etc., etc. Et après oui, normalement, tu es résilient. Et il y a même des gens qui sont encore plus solides que la moyenne, vu qu'ils ont fait je sais pas combien de dépressions, tu vois, finalement après. Moi j'ai des patients, ils sont stables. Et puis on leur annonce un cancer du pancréas, ils disent bon bah écoutez, je préfère ça que d'être dépressif, tu vois, c'est dingue quand tu te dis t'es dingue, tu vois. Il y a une, elle m'a dit son mari est mort 2 ans après,
Et chaque fois qu'elle vient, elle me dit, je suis bien, qu'est-ce que j'aurais aimé que mon mari me connaisse comme ça. Elle a 75 ans, je sais pas si t'imagines le carnage, Mm. voilà, c'est terrible. Donc voilà, donc ça se soigne bien, ça se soigne pas pour tout le monde. Il y a des gens qui répondent pas, machin bidule, mais en moyenne, ça marche aussi bien que le cancéro dont l'insuffisance cardiaque ou je sais pas quoi, une pneumonie, ce que tu veux. Est-ce que le partenaire, le conjoint, alors toi dans ton cas, c'est les psychiatres aussi, donc c'est encore une autre chose, mais est-ce que dans un cas classique, le conjoint ne devient pas un peu soignant malgré lui, psychologue malgré lui, parce que Ah ben oui. c'est quand même difficile à vivre au quotidien avant d'être mis sous lithium. Ah bah sans ça, c'est mort. Sans ça, c'est mort. Le conjoint, s'il n'est pas impliqué, ne sait pas dire quand est-ce que c'est une phase ou pas, ne sait pas dire si c'est les effets secondaires ou pas. Et le conjoint, quand il est dans le doute, il finit par se casser. Il aime pas du tout le doute, les conjoints, il est comme tout le monde. Et du coup, on peut pas bosser sans les conjoints. Mais tu vois, moi, mais il y a la question tous les jours, mais c'est dingue. Tu vois, je suis sur un groupe de psychiatres et là, il y en a un qui pose la question, la patiente est comme ça, je me demande si c'est pas une rechute ou si elle n'a pas toujours été comme ça, ben t'appelles son père. Son père, il la connaît depuis 40 ans, donc il sait te dire si elle Hmm. est comme ça tout le temps ou si c'est qu'elle n'est pas assez stable. Tu vois, c'est des réflexes qu'on n'a pas, quoi. C'est des réflexes qu'on n'a pas. Et le conjoint est soignant. Dire, moi, il y a des patients, je les vois 15 minutes tous les mois. Les gens vivent avec tous les jours. C'est dingue qu'on puisse penser que mon évaluation est plus pertinente que celle du conjoint. Tu vois, des fois, il y a des conjoints qui disent, docteur, je ne vais pas vous déranger, mais je pense que c'est important que vous sachiez qu'il dort pas depuis 2 semaines. Tu vois, et toi, tu es là, tu fais, bah oui, c'est pas mal, c'est pas mal que je sache. Donc on n'a pas ce réflexe, et c'est dommage parce qu'on perd un temps, on perd un temps de fou, quoi. Et donc moi, c'est régulièrement, hein, je demande au conjoint de venir, vous en pensez quoi? Et bon, ben, je tombe des nues parce que alors, ce que les gens veulent pas te dire, ce dont ils se souviennent pas, ce qu'ils estiment pas important, etc., bah, t'as quasiment aucune info, quoi. Est-ce que tu dirais que je veux pas qu'on se fâche avec l'ordre des médecins aujourd'hui, avec des mots doux dans cette vidéo qui ne doit C'est pas être sûr. strikée, est-ce que tu dirais que le corps médical est bien formé aujourd'hui? Si jamais mon cousin habite dans la Creuse et qu'il va voir un psychologue ou un psychiatre, est-ce qu'il y a des chances que ce soit bien détecté, bien pris en compte? Ou est-ce que ça dépend vraiment du praticien, de la région, du moment? Le concept du médecin généraliste qui doit tout connaître, réussir à bosser avec des consultations de spécialistes qui ont parfois 2 ans de délai, des urgences qui sont pleines, où les gens veulent plus aller parce que de toute façon ils attendent des plombes, et en plus il faudrait qu'ils aillent gérer la psy, ça me paraît optimiste, mais genre sévère. Donc non, ils sont pas bien formés, mais je vois pas comment ils peuvent faire. Honnêtement, je vois pas comment on peut faire un messager pour se former à tout. Enfin, ça me paraît complètement dingo, hein. Je veux dire, je suis psychiatre, j'arrive pas à me tenir à jour. Le médecin G, je sais pas comment il fait. Donc c'est clairement c'est les médecins G qui voient la majorité des patients psychiatriques, hein. Il y en a qui sont au taquet parce qu'ils sont concernés. Il y en a qui sont moins au taquet et c'est normal. Et je vois pas comment on peut leur demander de se mettre à jour sur ça. C'est pas possible. Donc je pense pas qu'en moyenne ils soient bien formés, mais j'ai pas de solution là. Honnêtement, Ok. c'est- On parlait de comorbidité, on en a parlé tout à l'heure au téléphone, et j'ai eu un homme juste avant de t'appeler qui m'a dit, quand on parle de comorbidité, donc de troubles qui sont souvent, qui ont une forte probabilité d'arriver en même temps que celui de la bipolarité, il y a aussi le TDAH qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, il m'a dit, le docteur Sikorov est un des seuls en France qui en parle bien. Et il m'a dit, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur Internet par tout un tas de gens qui s'inventent experts en TDAH. Est-ce que c'est ce que tu observes aussi? Alors, sans juger, je pense que le TDAH est un trouble qui donne beaucoup plus envie que tous les autres diagnostics psychiatriques, et d'un trouble dont le traitement marche très vite, hein. Le méthylphénidate, ça marche parfois dans la demi-heure, dont le traitement marche très bien. Mine de rien, c'est 3 fois plus efficace que les antidépresseurs dans la dépression, tu vois, donc tu commences à t'en rendre compte. Euh, et donc, naturellement, si j'ai des problématiques d'anxiété, si je peux l'expliquer par un TDAH, je l'explique. C'est plutôt une façon préférentielle que l'expliquer par un trouble de perso ou une schizophrénie ou ce que Hmm. tu veux. Euh, les critères diagnostiques sont en train d'être étirés comme des strings. Et donc moi, je vois maintenant des gens qui disent, j'ai vu quelqu'un se faire battre, je me suis senti mal, c'est à cause de mon TDAH. Et donc en fait, on est en train de voir n'importe quel symptôme psychiatrique normal ou pas derrière le spectre du TDAH. Il y a de plus en plus de diagnostics, on est d'accord, c'est en train d'exploser.
Ça, c'est pas ouvert au débat. Je pense que les études sont très claires. Il y a de plus en plus de prescriptions de méthylphénidate. On est d'accord aussi. C'est pas ouvert au débat. Et donc, je pense qu'il y a deux réalités. Il y a des gens qui se font du pognon sur le TDAH, qui viennent répondre à un besoin qui n'est pas forcément présent, tu vois, parce que les médecins G, ils connaissent pas forcément le TDAH. Donc, ce serait un peu audacieux de la part du corps psychiatrique de dire oui, tous ces experts TDAH, on ne sait pas d'où ils sortent. Non, ils sortent aussi du fait qu'il n'y a pas de ressources naturellement présentes parmi les spécialistes. Donc, ils viennent, c'est l'offre et la demande. Tu me corriges si j'ai tort. Et je pense pas que sciemment ils sont en train de vendre des trucs pourris aux gens pour se faire du fric. Il y a sûrement des enfoirés, mais je pense pas plus là-dedans qu'ailleurs. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont en train d'être dirigés vers le TDAH alors qu'il y avait d'autres problématiques. Et ça se fait à leurs dépens. Parce que moi, je récupère des patients qui me disent je suis TDAH, qui ont pris de la Ritaline, qui ont l'humeur qui a explosé, qui ont été dépressifs, qui ont machin. Et clairement, dans la famille, il y a 3 bipolaires, etc., etc. Donc, je pense que, voilà, problématique. En plus, il y a 80% des gens TDAH qui ont d'autres comorbidités. Lesquels, par exemple? Tout, en fait, le DSM est ainsi fait, donc tu peux avoir des troubles. En premier, c'est les troubles dépressifs, et puis après, tu as des troubles anxieux, et puis après, tu as des troubles de perso, de l'impulsivité. Enfin, en fait, le diagnostic est pourri. C'est-à-dire que il y a, si tu demandes à des psychiatres est-ce que lui a un TDAH ou pas, chez l'adulte, eh ben, ils sont pas d'accord. Et si on demande à des psychiatres, des gens qui s'auto-identifient TDAH, on n'est pas d'accord. Et si tu fais les tests qui sont proposés sur Internet, tu es un tout venant, tu as le test TDAH, et ben dans 90% des cas, si toi tu es positif au test, mais que tu vas voir un psychiatre derrière, le psychiatre il te dit non, vous n'avez pas de TDAH. Donc en fait, et ça c'est pareil, c'est des données qui sont, c'est ouvert au public, je peux donner les études. Donc en fait, oui, il y a de plus en plus de gens. Et dans l'eau, il y a des gens qui ont été sauvés par des coachs sur Internet. Tu vois, ça existe, il n'y a aucun doute. J'ai vu, il m'a dit, j'ai pris de la Ritaline, je suis guéri, ma vie a pris un envol incroyable. Donc, je comprends, j'ai pas de solution, mais ça va poser problème à un moment ou à un autre, honnêtement. À mon avis, ça va finir par poser problème. Ça pose déjà problème. Il y a les amphétamines qui sont sorties. Là, il y a l'Exurta, qui est la liste d'examphétamines. Et l'amphétamine, par rapport au méthylphénidate, il y a plus de risques de psychose, de troubles bipolaires, etc. Sur le long terme, on a moins de données, donc on a des gens qui vont le payer plus tard, cette espèce d'engouement pour le TDAH. Là, c'est présent. On est en train de faire ce qu'il y a aux États-Unis, hein, c'est vraiment pas compliqué. Et aux États-Unis, ils ont une horde de patients sous méthylphénidate et amphétamine, dont certains souffrent encore, il n'y a pas de doute. Donc je pense qu'il y en a qui en bénéficient, il y en a qui en souffrent, et puis pareil, j'ai pas de solution à court terme pour régler ce problème-là, donc voilà. On rejoint un peu cette mode américaine. En Amérique, les enfants étaient un peu turbulents, on le mettait sous Ritaline, hein, ça fait 10 ans que ça existe. Tiens, prends ton cacheton et le gamin en classe, il bouge plus, il est amorphe, qu'il soit TDAH ou pas. Et on avait la mode en France de mon enfant est haut potentiel, et depuis quelques temps, on a mon enfant est TDAH. C'est-à-dire que demande aux mères ou aux pères en sortant d'école le soir ce que leur enfant est, une sur deux va te dire mon enfant est TDAH. Est-ce que déjà, j'imagine que c'est forcément impossible. Pourquoi cet engouement pour cette maladie tout à coup? Parce que, alors moi j'insiste, on a vraiment un souci parce que dans l'eau, il y a des mères qui disent ça et en fait elles ont eu de la psychanalyse lacanienne sur le gamin en disant il fait ci, il fait ça et en fait le jour où on leur a mis de la Ritaline, le gamin a été guéri. Donc il y a des histoires comme ça qui sont vraies et qui posent problème parce que c'est une perte pour les patients et aussi si c'était toujours faux, ce serait plus facile à critiquer honnêtement. Mais donc il y a cette réalité-là qu'on peut pas enlever aux gens. Euh, et à mon avis, le système éducatif est en train d'exploser. Honnêtement, ça commence dès la crèche. Il n'y a plus de place en crèche. En crèche, elles sont remplacées constamment. C'est jamais les mêmes personnes. C'est un foutoir sans nom. Les enfants vont pas forcément de mieux en mieux. Alors après, tu peux trichoter sur les études en disant que celle-là montre que machin, on peut y passer la nuit. Et du coup, globalement, l'épanouissement des gens, à mon avis, ne va pas en s'arrangeant. On le détecte aussi plus tôt et du coup ça fait une case et les gens aiment bien dire bon mon gamin a ce problème parce que il est dans cette case et parfois c'est vrai il y a une problématique de TDAH mais pas que il y a des gamins qui vont pas bien qui ont un TDAH et en fait ça suffit pas il y a plein d'autres soucis donc c'est parfois une réponse partielle
c'est parfois une réponse fausse. Il n'y a pas de TDAH, il y a plein d'autres problèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas mal, on est d'accord, hein, mais ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire rentrer la casse là-dedans. Et puis il y a des fois où il y a un TDAH, mais en fait c'est les premiers signes d'un autre trouble psychiatrique, comme un trouble bipolaire ou que sais-je. Et donc en fait il y a une incertitude, je trouve, qui est jamais vraiment trop discutée. Moi je dis aux patients, je dis écoutez, j'en sais rien de ce qu'il a, votre gamin, franchement, il a 7 ans, j'en sais rien, putain. Ce que je sais, c'est que si on fait rien, il va se faire virer, qu'il veut pas voir la psychologue et que votre père il s'est suicidé à 45 ans. Donc je vous propose, on teste un médoc, si ça marche parfait, ça marche pas, on met autre chose, vous voyez. Mais c'est plus ça, je pense qu'il y a une incertitude qui est pas vraiment mise en avant, si tu veux. Euh, et dont les gens se saisissent aussi, tu vois. Je veux dire, vu que tu sais pas trop. Je pense que si les psychiatres disaient, écoutez, j'en sais rien, on va tester, on serait moins. Ou le corps médical, globalement. On a tous des histoires où le médecin a dit, il va vous arriver ça dans 10 ans, et puis en fait, dans 10 ans, tu vas plus à la pleine patate. Et donc voilà, je pense que globalement, on communique pas les limites de notre profession. Mais ça, c'est tout le monde, hein. Moi, le plombier, il m'avait pas dit qu'il risquait de faire péter toute la tuyauterie de la maison, hein, si tu veux. Il m'avait pas dit non plus. Donc bon, voilà. Comment est-ce qu'on repère un TDAH? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, je pensais qu'il y avait TDA et TDAH parce que dans des études de 2023-2024, il y a encore les deux. Dans d'autres endroits, je découvre qu'on n'utilise plus TDA depuis 1983. Qu'est-ce que ça veut Ouais. dire? Comment est-ce qu'on le repère? C'est quoi les signaux? Comment est-ce qu'une mère peut se dire, tiens, mon fils l'est ou peut-être que je le suis aussi? Là, sur l'appellation TDA, TDAH, le classique, hein, c'est les gens qui pensent que le DSM fait office de loi. Et en fait, le DSM, donc le Diagnostical Statistical, je sais même pas comment tu dis en français, l'espèce de grand bouquin avec les maladies mentales dedans, en fait, il est là que pour que les psychiatres puissent communiquer entre eux avec les assurances et quand ils font de la recherche. Ça ne sert qu'à ça, ça ne sert qu'à ça. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas faire, par pitié et tout Jésus, c'est compter les symptômes et dire, ah, là, on est bon, il en faut 5, machin. Ça n'est pas du tout fait pour ça. Donc, il faut pas faire ça. C'est une connerie, il ne faut pas faire ça du tout. Le, pro- le- la manifestation du TDAH est pas pareille en fonction de l'âge. On est d'accord, si tu as 3 ans, c'est pas pareil que si tu en as 6 ou 10 ou 40. C'est pas pareil si tu es un homme ou une femme. C'est pas pareil si tu es une femme, si tu as encore tes ovaires ou pas, si tu as ta ménopause ou pas. Enfin, c'est un foutoir sans nom, on est d'accord. Et donc, dans le DSM, ils ont mis en avant les risques, les signes les plus spécifiques. Donc, il y a l'hyperactivité motrice, et ça c'est surtout chez les enfants, et c'est des enfants qui ne s'arrêtent pas. Moi j'ai un gamin, il est incapable de rester immobile. On dirait qu'il lutte contre une espèce de force, et il est tout le temps en train de bouger constamment. Je sais pas si c'est un TDAH ou pas, mais c'est un des gamins qui ne s'arrête jamais, et donc ça peut être soit de parler, soit de bouger, soit machin. Il y a le côté inattentif, et donc là, en fait, il y a plusieurs présentations, mais c'est des gens qui sont dans la lune de ouf, quoi. Moi, j'en vois qui arrivent au cabinet et je leur parle et ils recommencent à regarder. Il y avait quoi? Bah, il y avait une chouette. Ah bah putain, ça, tu vois, ça fait 1 an que t'attends le rendez-vous, tu vois une chouette, c'est quoi ce bordel? Ou alors c'est que je suis chiant, tu vois. Et donc t'en vois où ça se voit, honnêtement, des fois ça se voit en 2 minutes, tu vois. Bah écoutez, votre gamin, ça fait 2 heures, il a pas arrêté de bouger, c'est quoi ce bordel? Ah, bah, c'est tout le temps comme ça. T'en as où ils sont dans la lune complètement. Des fois, c'est les deux. Les femmes, c'est plutôt dans la lune. Les enfants, c'est plutôt hyperactif, motrice, là. Et après, il y a le problématique de l'impulsivité qui s'est fait une place dans les diagnostics, en tout cas dans le grand public et dans la presse. Ça arrange tout le monde parce que l'impulsivité fait partie des problématiques que l'être humain a de base, on est d'accord. On le voit rien qu'avec les problématiques d'addiction, le nombre de gens en tôle. Et quand tu vois quelqu'un qui, qui traverse au feu rouge et que tu vois le type qui conduit descendre et secouer le piéton, tu te dis, bon, bah, il est quand même un peu impulsif, tu vois. Donc, en gros, c'est cette espèce de triade de ils sont impulsifs, ils sont hyperactifs, ils sont inattentifs. C'est censé être là un peu tout le temps. Alors, ça peut s'aggraver sur les périodes de stress et quand tu es au Maroc en train de siroter des petits cocktails, il y a moins besoin d'être au taquet. Mais grosso modo, c'est ça. Alors des fois, ça commence tôt. Tu vois, t'as des mères qui disent la vache, déjà dans l'utérus, il arrêtait pas de bouger, le con. Ce qui est le cas de ma femme, tu vois, j'étais déjà prêt. On a fait l'échographie, la meuf l'a dit, dis donc, il s'arrête pas de bouger, hein, c'est marrant. Ma femme elle était comme ça, c'est très drôle. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir un indice de suspicion relativement élevé, tu vois, je veux dire, au pire, ça n'a rien à voir, tu vois, je veux dire, comme quand t'as mal au bide, tu vas voir le spécialiste, t'attends pas de savoir si c'est une tumeur ou pas, tu vas, il te dit, bon, bah, attendez, c'est pas très grave, machin. Mais grosso modo, c'est ça, à mon avis, c'est ça. Et ça doit poser problème, on est d'accord, tu vois, si l'école te dit, écoutez,
il tient pas en place, là, faut faire quelque chose. T'as un souci. Si tout le monde te dit ça va bien, bon ben attends, peut-être qu'il a un TDAH, mais pour le moment ça pose pas de problème. Alors attends. Donc faut pas être en mode au pire je m'en fous et puis un jour on t'appelle, écoutez, ça fait 2 ans qu'on s'inquiète et là il s'est pris le mur. Et faut pas non plus commencer à scruter toutes les 10 minutes. On a parfois des familles qui font ça. Écoutez, j'ai regardé à 15h30, il a pas fini son truc, donc ça m'inquiète un peu, vu que le lendemain, il en a mangé 10% de plus. Ouais, tu vois, tu commences à devenir complètement zinzin. Donc, euh, donc voilà, je saurais pas te dire. Après, je peux rentrer dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est ça, quoi. Des gens inattentifs, des gens hyperactifs sur le plan moteur, et puis des gens impulsifs, et c'est ça qui pose le plus de soucis parfois. J'ai découvert qu'il y avait 25 000 études par an sur le TDAH, ce qui est gigantesque. On peut imaginer un domaine qui avance vite aussi, qui progresse vite, d'où le fait que les infos aillent un peu dans tous les sens aujourd'hui. Je sais pas si ça progresse, honnêtement. Je pense qu'il y a eu de gros progrès au début. Et là, en pratique, le nombre d'informations utiles aux cliniciens et qui transforment la vie des gens, je trouve, stagne pas mal, tu vois. Sur le plan pharmaco, par exemple, ils sont un petit peu à court d'idées. Ils nous ressortent les mêmes molécules en libération prolongée, libération très prolongée. Là, il y en a une que tu peux prendre le soir. Comme ça marche dès le matin. Parce que moi, j'ai des patients tellement TDAH qu'ils oublient de prendre le médoc. Ah, c'est terrible. Qu'est-ce que tu dis? Mais sur le plan des connaissances, vu que les symptômes sont pas spécifiques, c'est-à-dire que impulsif, c'est tous les troubles psychiatriques ou presque. Problématique de concentration, c'est tous les troubles psychiatriques ou presque. Il reste l'hyperactivité motrice, que là, tu vois quand même pas partout. Mais en fait, on met des espèces de trucs très hétérogènes avec plein de patients différents. Et donc, il ressort des résultats pas très utiles en pratique. Tu vois, je veux dire, moi, je les suis, les études, et putain, je suis désolé, il n'y a rien de nouveau, quoi. Il n'y a rien de très, enfin, il y a rien d'utile. Je veux dire, tu peux sortir, ce que tu peux faire de la recherche, c'est mettre plein de papiers, mais derrière, qu'est-ce que tu fais de ça? Je suis pas sûr, quoi. Et c'est pour ça que si on élargit encore le spectre, et qu'on met des gens de plus en plus hétérogènes dedans, mais sur le long terme, on va un peu se faire avoir parce qu'il n'y a pas d'amélioration, je veux dire, il n'y a pas de retour sur investissement, quoi. Donc, On m'a dit que si on mettait deux TDAH dans une salle, il y aurait assez peu de points communs. Il y a des maladies, je sais pas, prends enfin, un rhume, tu vois, bon, ils se mouchent tous. Tu mets deux TDAH dans une salle, ils peuvent être très différents. C'est ça, bah, c'est ça. Alors, en fait, le problème, c'est qu'un rhume, ils se mouchent tous, mais c'est dans l'autre sens. C'est dans les gens qui se mouchent, combien ont un rhume? Et du coup, là, tu peux avoir un rhume, tu peux avoir une rhinite allergique, tu peux avoir des polypes, tu peux avoir une hypersécrétion. Enfin, tu vois, tu peux avoir plein de trucs. Donc, c'est plus sale, c'est plus dans ce sens-là, tu vois. C'est quand les gens sont tels que je les ai décrits, dans quel pourcentage de cas ils se ressemblent. Et effectivement, c'est un vrai problème, quoi. C'est un peu problématique. Et vu que la réponse au traitement ne peut pas vraiment être un élément, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Alors, moi, honnêtement, en 2 ans de Ritaline, il ne m'est jamais arrivé d'avoir un patient qui arrive en disant j'en ai pris plus, il m'en faut plus, ou un patient qui me dit j'ai tout perdu, il m'en faut plus. Ça m'est arrivé peut-être une fois, je suis pas sûr qu'il me mentait, mais c'est tout. Alors que les benzodiazépines, ça m'est arrivé je sais pas combien de fois. Donc, quand les gens disent c'est une addiction, c'est des enfêtes, il faut faire gaffe, il y a un peu de nuance effectivement à avoir. Je suis pas tout à fait convaincu. Moi, j'en prends et ça me fait pas grand-chose. Et les patients qui ont un TDAH, quand ils en prennent, c'est pas si stimulant que ça. On a des patients qui disent, écoutez, je l'ai pris et franchement, j'avais la pêche pendant 3 heures. Et cela, moi, je leur prescris pas très longtemps. Je sais pas si c'est une très bonne idée, mais donc bien prescrit les problématiques d'addiction qui feront que les gens débarquent dans les bureaux des psychiatres pour avoir de la Ritaline. Ça me paraît être un peu une blague, quoi. Tu peux acheter de la coke sur TikTok, pas très cher, hein. Franchement, c'est fini, ça. Dire, faudrait vraiment pas être très débrouillard, Au quoi. revoir à la monétisation de ma vidéo du jour. Ok, c'est vrai, mais en plus, c'est ultra vrai. On laissera ça même Ouais. dans le montage. Ah bah ouais, Moi, ouais, ouais, c'est une bonne info. j'ai été diagnostiqué il y a 8 ans de ça. Et à la fin, tu Oui, je t'ai sors cramé direct. avec ton certificat, tu sors, c'est génial, je suis de TDAH, et on te met dehors et tu fais, qu'est-ce que j'en fais? C'est comme un diplôme du bac, génial, je le suis, mais Ah, ça, après, en il plus. y avait rien, il y avait aucun parcours derrière. On m'a jamais prescrit médicaments, on m'a jamais prescrit d'essence ou quoi que ce soit. J'étais juste tout seul avec ma feuille imprimée, disant le truc. J'ai rien eu. Et on se rend pas compte à quel point, enfin, avoir un TDAH, ça peut te bousiller la vie. J'ai même lu qu'il y avait 20% des gens en prison qui avaient un TDAH. Je sais pas si c'est juste ou pas au passage, mais bipolarité TDAH, ça peut quand même te mener à avoir des choses dans ta vie qui sont pas chouettes, quoi. Ah bah si, si, en tôle, c'est blindé de TDAH. C'est blindé de TDAH. Alors, les femmes vont chez le psychiatre.
Et les hommes vont en et prison. les hommes vont en prison. Donc là, il y a des femmes qui vont péter un plomb comme ça. Mais c'est les stats. Désolé, c'est les stats. Euh, donc voilà. Donc là, et alors, les hommes en prison n'ont pas qu'un TDAH souvent, mais c'est des gens qui sont d'une impulsivité de dingue. Tu leur passes devant à Carrefour à la file d'attente et ils te tabassent quoi. Donc il y a des formes de TDAH violentes où effectivement ils peuvent pas être suivis, donc ils arrivent en tôle. Voilà. Et c'est là que tu comprends l'ampleur du truc, c'est que à la base, dans la culture populaire, un TDAH, c'est un enfant qui saute dans tous les sens et qui est pénible et que t'as pas envie d'avoir chez toi. Dans la vraie vie, ça peut expliquer peut-être ton premier divorce, peut-être pourquoi est-ce que ça a toujours été compliqué dans le boulot de telle manière, pourquoi est-ce que tu as du mal à garder certains types d'amitié. Enfin, en fait, tout d'un coup, c'est un diagnostic qui implique quand même plein de choses et sur lesquelles on est plutôt mal renseigné aujourd'hui, en fait. Bon, on est mal renseigné. Alors moi, je trouve, et là, je pense que ça va être assez controversé, que euh, il y a des gens qui disent c'est mon TDAH, mais ça reste quand même de ta responsabilité. Tu vois, tu peux pas juste dire oui, c'est un TDAH, etc. Ma femme, quand elle me dit les trucs 10 fois et que je me repointe 2 jours après en disant dis donc, c'est à quelle heure qu'il faut aller chercher les gamins, ça l'énerve, tu vois. Et j'essaye de faire mon maximum pour pas le refaire. Et éventuellement, quand elle voit que j'ai fait mon max et que quand même ça passe pas, elle dit bon bah t'es trop con, je laisse tomber, tu vois. Mais il y a cette espèce de message maintenant, je trouve, qui est véhiculé assez rapidement de vous avez les infos sur le TDAH, ça explique telle ou telle problématique, et après vous êtes un peu dédouané. Mais c'est pas comme ça que ça se passe du tout en pratique. Enfin, moi, je trouve que c'est pas comme ça que ça se passe du tout. Tu vois, je prends mes médocs sur le trouble bipolaire parce que si je suis pas bien, ma femme se casse. Et elle a raison, c'est invivable, sinon c'est invivable. Putain. Et sur la Ritaline, moi je dois prendre la Ritaline matin, midi, soir, et c'est pas fun, franchement, ça me fait bien chier, tu vois, quand je dois conduire, j'essaye d'en prendre, machin, enfin c'est cata, mais euh, t'es pas coupable d'avoir un TDAH, mais t'es quand même responsable de faire le maximum, je pense, et dans les discours qu'on a, à mon avis, on a des infos et au milieu des considérations presque philosophiques de est-ce que c'est la société de s'adapter ou pas, machin. Et à mon avis, la société, elle en a rien à foutre que vous ayez un TDAH ou pas. Faut faire le boulot, tu vois. Donc, il y a des gens qui se cassent et qui font de l'entrepreneuriat. Toi, t'es cramé à des kilomètres. Vous êtes tous les mêmes. Bref, avec tout le respect que je te dois. Euh, j'ai vu, je sais pas combien d'abonnés. J'ai fait, ok, bon, laisse tomber. T'as appelé mon cabinet. Il y en a qui m'envoient des messages sur les réseaux, tu vois. Mais j'ai 60 messages par jour. Puis il y en a qui Hmm. prennent le tel et ils m'appellent cash au cabinet, tu vois. C'est bon, bref. Donc voilà, moi je pense qu'il faut faire gaffe. Ça veut pas dire que la société est juste ou machin ou je sais pas quoi, mais à mon avis, ça reste jusqu'à preuve du problème, du contraire, un problème dont la solution doit venir des gens. Quand ils peuvent le faire, on est d'accord, il y a des fois, il n'y a pas de solution possible. Et tout. Mais je pense qu'on a une part de responsabilité plus importante que ce qu'on a parfois dans les discours. Euh, J'ai fait une c'est vidéo qui risqué. parlait de TDAH. Alors, je ne suis pas du tout psychiatre avec mes. Alors Ouh. tout à l'heure, on parlait des coachs qui parlent de ça. Il y a aussi, à mon avis, une forme de pyramide qui est sympa. Un coach peut sensibiliser, qui va envoyer vers un expert, qui peut envoyer vers d'autres experts. Il y a toute une pyramide d'infos qui devrait être montante en principe dans cette histoire. Et notamment, je parlais de la dopamine. Et j'ai dit qu'un TDAH ne crée pas suffisamment de dopamine, alors qu'en fait, il n'en capte pas suffisamment. J'ai raison ou pas? Je me trompe? Ou c'est pas ça? Ouais, ouais. Alors, si tu pourrais être concierge, honnêtement, ou prof, ce que tu veux, quand les gens disent un truc, c'est le truc qui compte, c'est pas forcément là d'où ils viennent, ou je sais pas quoi, honnêtement. Moi, s'il y a des coachs qui disent des trucs intéressants, enfin, tu vois, il y a pas de, c'est pas parce que t'es psychiatre que t'as l'exclusivité, ou je sais pas quoi. En plus, avec ChatGPT et tout le temps. Euh, la neurobio, moi, je l'ai fait, honnêtement, j'ai bouffé de la neurobio. Souvent, c'est de la neurobio simplifiée parce que sinon c'est imbitable. Et la neurobio simplifiée, elle est vendue par les laboratoires pharmaceutiques et principalement par des ambassadeurs des laboratoires pharmaceutiques. Donc en France, en psychiatrie, un des seuls bouquins de psychopharmacologie en français, il est vendu par Stephen Stahl, qui est millionnaire grâce au laboratoire pharmaceutique. En soi, c'est pas un problème, je veux dire pourquoi pas. Donc ça, c'est pas du complot, hein. Les données sont là, c'est pas du Hmm. complot. Et du coup, moi, j'ai appris ces trucs, je les ai appliqués et ça marchait pas. Honnêtement, ça marchait pas. Et du coup, je me suis rendu compte que secondairement que c'était infiniment plus compliqué que ça. Et donc, en fait, la dopamine, faut avoir les précurseurs, puis il faut la synthétiser,
Puis après, il faut la stocker correctement, il faut qu'elle survive. Puis après, il faut la larguer. Il faut que dans les synapses, elle aille au bon endroit. Il y a les neurones, les cellules gliales. Puis après, il faut qu'elle soit recaptée, il faut qu'elle soit éliminée. Enfin, c'est un foutoir monstrueux. Il y a les récepteurs. Tu as des gens qui ont des récepteurs plus ou moins sensibles à d'autres machins. Et en fait, quand on dit il y a pas assez de dopamine, bah c'est faux parce que c'est vraiment pas vrai tout le temps. Et donc, il y a différentes formes neurobio du TDAH et c'est simple à comprendre, mais c'est vraiment faux. Et quand tu mets de la Ritaline, tu as une tartée de dopamine qui arrive et il y a 30% des gamins qui s'améliorent pas malgré ça, si tu veux. Donc, et si tu mets des amphettes après, il y en a encore 15%, 20% qui s'améliorent pas. Donc, en fait, c'est plus compliqué. C'est pas grave, honnêtement, c'est pas grave parce que tu peux pas parler pendant 40 minutes à chaque fois pour expliquer le truc. Mais il faudrait vraiment que les gens aient en tête que ce message, il est simplifié comme la sérotonine dans la dépression. Moi, je suis désolé, je J'allais comprends le dire. pas. Ben oui, je comprends pas. Il y a tout le monde qui dit, ouais, la sérotonine, les médecins nous ont menti. Pas assez de sérotonine, ça fait de la dépression. Et après, il y a tout le monde qui gobe le coup de pas assez de dopamine, ça fait du TDAH. Bah, c'est juste pas vrai, quoi. Vraiment, c'est pas vrai. C'est pas grave, mais c'est pas vrai. J'avais parlé de ça parce que notamment ça m'aurait aidé à comprendre. Encore une fois, je parle de l'image vulgaire de mon enfant saute dans tous les sens et c'est rigolo, il a un TDAH. Ah, tout d'un coup, dans ma tête, pour essayer de le comprendre, ce manque de dopamine expliquait aussi tout ce qui va avec. On parlait de la prison, mais aussi les addictions, que ce soit à des jeux d'argent, à l'alcool, à des drogues, etc. Que ce soit certains types de comportements, addiction par exemple aux écrans ou aux réseaux sociaux, addiction à la cigarette. Et dans ma tête, ces hormones qui étaient peut-être dérégulées, corrige-moi après, mais pouvaient aussi expliquer un peu tout ce comportement. Et quand on te dit des fois, bah, lâche ton téléphone ou arrête de boire autant ou fais ci, fais ça, les gens ne se rendent pas aussi compte que des fois on n'est pas tous égaux devant l'addiction non plus. Alors, le coup du discours, enfin, de dire c'est des hormones qui manquent, c'est vraiment un double tranchant. Si tu regardes sur les quelques études qu'on a, il y a des gens qui clairement sont aidés par ça et qui sont déculpabilisés et qui progressent, et il y en a d'autres qui sont bloqués et qui se disent bon ben en fait c'est complètement hors de mon contrôle et je peux rien faire. Donc en fait c'est toujours pareil. Sur ce truc, il y a des gens qui en bénéficient ou pas. Moi honnêtement. Je pense qu'on peut le faire sans rentrer dans le côté mécanistique, à savoir clairement, on n'est pas du tout tous égaux face à l'effort que nous coûte le fait de refuser une activité renforçante immédiatement. Moi, j'ai envie de manger McDo tous les jours. Je me réveille, j'ai envie de manger McDonald's. Putain, c'est terrible. Et ma Pareil. femme, ouais, bah, j'aime pas ça, moi. Tu vois, tu vas s'en tape, je veux dire. Et donc, on est vraiment pas égaux. Les jeux de société, des jeux vidéo, ça me rend accro de malade. Si tu veux, j'en rêve la nuit. Je jouais à World of Warcraft quand j'avais 14 ans. Et j'en rêve encore la nuit, si tu veux. J'ai l'impression que, enfin, tu vois, je joue plus depuis 10 ans. Mais j'ai des espèces de, je vois mon perso qui tue des orques. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, je pense qu'on n'est pas tous égaux, mais que, à mon avis, ça suffit sans aller dans il manque de la dopamine. Après, pour les patients, en vrai, c'est moins gênant. C'est quand il y a les figures d'autorité qui disent il manque de la dopamine et que tu regardes comment améliorer sa dopamine et tu vois cocaïne, C'est ce que Ritaline, j'allais te dire, ouais. etc., que tu commences à avoir un peu des soucis. Mais, euh, mais sinon, non. Enfin, tant que ça aide aux gens, honnêtement, ça pourrait être complètement faux. Tant que ça les aide, ça me va. Mais après, enfin, nous, on regarde des shorts. Hein, je veux dire, moi, les gens, ils regardent des vidéos de 15 secondes. Hein, mes trucs d'une heure, il y a personne qui regarde. Donc, effectivement, il faut bien choisir. Et donc, c'est aussi la société qui fait qu'on arrive sur des discours de plus en plus simples et intuitifs, mais de moins en moins vrais, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si ça Une fois répond. traité donc par la Ritaline, le TDAH sera moins addict à tous ces Ah bah, circuits de ça dépend des récompense. gens, tu vois. Alors, vraiment, ça dépend des gens, parce qu'on est d'accord, quelqu'un qui a un TDAH pur n'a rien à voir avec moi qui ai un TDAH et un trouble bipolaire. Tu vois, clairement, c'est ça. Vu qu'il y a 20% des gens qui ont un TDAH, qui ont un trouble bipolaire, qui ont un TDAH, il est peu probable qu'il y a 20% des gens qui aient pas de bol et qui aient deux maladies différentes, tu vois. Donc, à mon avis, il y a une maladie Y qui donne des manifestations de TDAH et puis une autre maladie W. En fait, on appelle ça de la même façon. Euh, mais donc, il y a des gens où les addictions sont beaucoup moins problématiques, des gens que ce soit à la bouffe. Il y a des fois, tu vois, tu as plus de facilité à dire non au sucre, mais sur les addictions aux jeux d'argent, ça ne s'est pas amélioré. Il y a des gens où l'activité motrice s'améliore nettement, c'est souvent ça qui marche, qui répond mieux. Il y a des gens où l'attention se modifie, puis quand on dit l'attention, c'est quelle dit l'attention. Enfin, pareil, en fait, la liste
des réponses possibles et sans fin. Mais oui, il y a des gens où globalement, en moyenne, les addictions après diminuent. Alors après, ça dépend ce que tu regardes. Tu vois, est-ce que tu regardes le nombre de joints fumés? Est-ce que tu regardes dans l'urine combien il y a de métabolites? Est-ce que tu regardes l'argent dépensé? Est-ce que tu regardes le nombre de jours au boulot manqués à cause du cannabis, hein? Donc là, c'est un peu le foutoir. Mais en moyenne, oui. En moyenne, ça diminue. Pas chez tout le monde, mais en moyenne, ça diminue. Ouais. Je lance une question au hasard et j'ai aucune idée de la réponse. Est-ce qu'il y a des chances on parlait d'addiction à des choses mauvaises quand même, dans tout un tas de mots que je ne peux pas dire sur YouTube. Est-ce qu'il y a aussi des chances qu'on soit addict à des relations pourries, je sais pas, maltraitantes ou de manipulation, ou alors aucun lien avec ça? Ah bah alors là, je crois que c'est plus ton domaine, mais euh, que ce soit parce qu'on a des problématiques de personnalité, parce qu'on a eu une enfance pourrie, parce que les parents avaient un TDAH et du coup ça fait des environnements un peu plus expressifs sur le plan émotionnel, Ah, ou à cause d'un TDAH en soi, tu vois, ma femme par exemple, quand je lui dis écoute, je suis bipolaire, j'ai aucun ami, j'ai rien fait de ma vie, je sors de 20 ans de 15 ans de dépression, elle planifie sur le très long terme. Tu vois, c'est du très long terme, quoi. Euh, et pour avoir des relations épanouissantes, souvent, il faut arriver à considérer les choses sur le long terme de façon au moins aussi importante que celle sur le court terme. Et donc, quand tu as TDAH, que ce soit parce que tu as du mal à gérer tes émotions ou parce que tu as du mal à diminuer la récompense, tu peux te mettre dans des relations un peu plus péraves. On est d'accord? Et donc, de façon indirecte ou pas, tu peux effectivement, une fois que tu es stable, diverger sur tes choix de couple parce que tu as un mode de fonctionnement qui n'est pas forcément le même que celui que tu avais avant d'être pris en charge. Donc oui, c'est ce qu'on souhaite aussi parce que les femmes qui sont battues ou alors les hommes qui sont dans des trucs d'alcoolisme ou que sais-je, si l'environnement est catastrophique, l'impact de la prise en charge sur le plan pharmaco, elle est probablement noyée, quoi. Donc ça oui. peut faire partie des trucs qui se modifient et le rapport avec le sexe aussi, etc., etc. Mais ça, j'en sais moins parce que les gens me parlent pas de leur sexe. Moi, je suis au courant de rien sur la Ok. libido. Ils me parlent pas. Donc Qu'est-ce que je te il y a dise? pas une chance pour que enfin, excuse-moi, il y a des chances, je veux dire, pour que par exemple, une relation un peu dramatique, mais qui t'apporte aussi de temps en temps des récompenses, parce que ça se passe bien aussi de manière sinusoïdale, tout d'un coup viennent compenser aussi ton état interne, parce que parce que je suis TDAH, la relation lorsqu'elle remonte me procure plus de bonheur que quelqu'un d'autre. Ah bah ouais. Comme Puis une alors le drogue classique, vous ouais, donnerait du bonheur, tu vois, même si après il y a du malheur, hein, c'est ça, le classique, c'est le renforcement alternatif où, je suis désolé, je prends toujours les hommes coupables, où monsieur est horrible 4 jours d'affilée, et puis d'un coup, il est super bien, et puis il est de nouveau horrible avec moi, et je sais jamais comment est-ce que il va être, et du coup, j'insiste pour, on sait jamais, peut-être qu'aujourd'hui, ça va bien se passer, et donc effectivement, il y a des gens qui sous Ritaline arrivent à se dire, bon, bah là, faut arrêter de déconner, je vais voir ailleurs pour si je peux pas avoir un truc un peu plus serein, quoi. Donc je dis hommes et femmes, c'est pas que je suis sexiste, hein, je pourrais faire dans l'autre sens, mais oui, oui. ça me vient tout seul comme ça. Est-ce qu'une personne qui a un TDAH pourrait avoir enchaîner des partenaires, par exemple, parce qu'il s'ennuie dans une relation? Ou Ah pas, ou bah pas ouais, forcément? il n'y a pas de souci. Alors après, il y a aussi des relations ouvertes, etc. Et les gens qui ont un TDAH ont plus de libido en moyenne, donc on les retrouve plus dans des relations ouvertes ou avec plusieurs partenaires, etc. Mais oui, ça fait partie des trucs. Et puis aussi, il y a des gens qui aiment bien avoir plusieurs partenaires, sans que le partenaire principal soit au courant d'ailleurs. Et c'est pas forcément en lien avec leur TDAH, et ils font leur truc dans leur vie. Mais oui, oui, ça peut modifier. Enfin, de toute façon, les psychotropes peuvent te modifier la personnalité de façon plus ou moins drastique. Il y a cette idée que je suis moi, j'ai ma propre personnalité et le traitement va modifier la maladie, mais pas ma personnalité. Ben, ça, c'est du flan complet, hein. Enfin, ça modifie comme ça veut et la nature est pas au courant de si ça c'est ta personnalité, il faut pas y toucher ou pas, quoi. Les gens consultent sous quel déclencheur en général? C'est un partenaire? C'est eux-mêmes? C'est quoi ce qui... C'est d'avoir échoué quelque chose dans leur vie? Qu'est-ce qui déclenche le fait de venir te voir, par exemple? Ah ben pour le TDAH, moi il y a les parents où quand même le plus fréquent. Où en fait en pédopsychiatrie ils sont assez réticents à la Ritaline. C'est pas une critique, hein, dans ma région en tout cas ils sont assez réticents. Moi je le suis moins et du coup ils disent bah là en fait si on fait rien il va se faire virer de l'école et ils montent les bulletins de notes et les observent, etc. Effectivement, donc quand ils arrivent chez le psychiatre souvent ils sont pas en vie, hein. Je veux dire ils sont pas contents, ils veulent pas venir me voir mais ils ont pas trop d'autres solutions. Donc moi quand ils arrivent
souvent c'est pas, ils arrivent un peu, c'est la dernière chance, tu vois, on peut pas faire autrement. Et les adultes, je suis au chômage ou je me suis fait larguer, j'ai fait une dépression ou je sais pas quoi. Donc en fait, moi, c'est un peu le trou, quoi. C'est rare d'avoir des gens qui disent, bah écoutez, je vais plutôt pas mal, mais c'est pour un peu optimiser mon rendement au boulot. On m'a dit qu'il y avait un peu de ça chez moi. Donc moi, c'est quand ils sont face à un mur, quoi. Grosso Oui. modo, c'est ça. Donc c'est sur le plan professionnel, surtout, c'est rare d'avoir des gens qui viennent parce que sur le plan relationnel, c'est pas possible. Et quand c'est ça, souvent, il y a des troubles d'humeur en même temps, quoi. On m'a dit que le TDAH pouvait venir créer des ruminations quotidiennes, plus de ruminations. Le mode par défaut serait déréglé, qu'il y aurait de l'anxiété aussi. Et ça pourrait aussi réécrire nos scènes difficiles de vie différemment. Typiquement, on peut imaginer que lorsqu'on surréagit à une situation, bah, ça vient ancrer en nous d'autres mémoires. Et là où quelqu'un pourrait passer par des phases difficiles et s'en remettre, que le TDAH aurait une autre façon de gérer ça. Est-ce que c'est vrai? Il y a tellement de choses que j'ai lues. Est-ce que c'est vrai ou Bah pas? alors, moi, à mon avis, là, Tu tu peux me vois, dire que c'est faux, hein. non, non, c'est plus, faut avoir en tête que grosso modo, c'est simplifié, mais je pense que ça permet de regrouper pas mal de trucs. Euh, Mon chien, quand il me voit, il est tout content. Des fois, il se pisse dessus. Il est à bloc. Et quand il a peur, il pourrait sauter du balcon. S'il y a une guêpe qui arrive, on est au cinquième étage, il s'en fout. Mon chien s'en fout. Tu vois, il est émotion primitive complète. Nous, on a le cerveau primitif et on a le cerveau plus évolué qui est venu arriver et qui modère un petit peu tout ça. Donc, si on me passe devant à Carrefour alors que je glande depuis 20 minutes, j'ai envie de lui sauter dessus, mais il y a mon cerveau, le préfrontal, ce que tu veux, qui vient tempérer un petit peu ça. Et en fait, pour que le préfrontal marche bien, il faut et de la dopamine et de la noradrénaline et un paquet de trucs. Et dans le TDAH, cette partie-là marche moins bien. Donc, si jamais je suis paniqué en me disant merde, est-ce que je vais me faire virer ou pas, et que je passe la nuit dessus, en fait, le préfrontal devrait venir mettre un petit peu frein et il n'arrive pas. Quand j'ai un événement traumatique, le préfrontal devrait venir réécrire le truc, passer de tous les gens sont des connards et la vie est faite d'enfoirés à il y a des enfoirés, des fois on les voit, des fois on les voit pas, mais globalement c'est. Et tu vois, en fait, grosso modo, pareil pour l'addiction, il y a cette partie-là est censée venir dire j'aime ça, mais la dernière fois que j'en ai pris, je vais galérer pendant 2 ans, donc je vais pas me relancer là-dedans. Et en fait, cette zone qui gère à peu près ça et aussi la zone qui gère l'attention, eh ben, elle marche moins bien. Donc en fait, il y a ces différentes manifestations qui sont les, les substrats cliniques d'une dysfonction qu'on arrive un peu à localiser. Et à mon avis, on n'a pas beaucoup plus précis que ça, quoi. Parce qu'il faut avoir en tête que si je fais une étude qui est fausse, elle est fausse, elle est fausse, puis au bout de la 20e fois je la fais, je peux la publier. Et toi, quand tu regardes tes études, tu dis, ah tiens, ça marche comme ça, alors qu'en fait, j'en ai fait 20 avant qui sont, qui sont pas bonnes Qui dit du autre tout. chose? Ouais, donc faut faire un peu gaffe à ça. Mais ça, tu vois, c'est à peu près, c'est pas 100% vrai, mais ça explique pas mal de trucs et il y a enfin, ça fait partie des trucs les plus répliqués à mon avis. J'ai toujours eu cette surprise de voir à quel point des amis vivaient leur vie sans souci, sans angoisse, à quel point j'ai cette espèce d'anxiété permanente que je gère, mais aussi à quel point les événements graves chez eux disparaissent. Genre, chez moi, ça s'ancre et ça s'imprime. D'où la question, je me demandais si ça venait de ça peut-être ou pas. Le fait que Bah, cette réaction du cerveau soit un peu différente et vienne te créer. C'est un quotidien qui est pas agréable d'être TDAH au passage, hein. Bah, faut pas se faire avoir, hein. Moi, là, il y a les fêtes de Noël. Et chaque année, les fêtes de Noël, les gens me disent, ah, je suis pas bien. Et ils te disent pourquoi? Ils disent, bah, parce que tout le monde est heureux. Et moi, je suis pas heureux pour les fêtes de Noël. Et j'en vois 30 par jour qui me disent ça. Alors, en fait, les fêtes de Noël, t'es pas heureux, mais si en plus tu rajoutes le fantasme que les autres le sont, ça te crée un décalage de dingue. Euh, Moi, je connais pas de gens qui galèrent pas de ouf dans sa vie sur tel ou tel domaine. Donc, je ferai gaffe. Je te fais pas la leçon, hein, mais je pense que ça rajoute un peu de la souffrance de se dire que tiens, il a pas l'air de galérer alors que moi je galère, donc c'est encore plus dur parce que ça rend les trucs encore plus compliqués qu'elles ne le sont déjà. Euh, Tu vois, mon gamin, il avait des problématiques cardiaques, il a failli crever, et on est arrivé en réanimation, et moi j'étais là, ah, c'est horrible, machin. Et en fait, celle à côté, son gamin est mort quand on y était, et t'étais pas au courant, hein. Honnêtement, t'étais pas au courant, Hmm. hein. Je l'ai vu partir le dernier jour, t'étais pas au courant du tout, quoi. Donc, faut faire un peu gaffe avec ce qu'on peut observer des gens et de se dire ça les touche pas, machin. Je sais pas.
Puis on n'a pas tous le même TDAH, enfin, tu vois. Moi, ça me dérange pas, mon TDAH. C'est ma femme qui galère à cause de ça. Moi, Je vois très bien. je vois pas de différence. Comment est-ce comment est-ce que les gens peuvent te suivre? Je sais que tu publies de temps en temps sur les réseaux sociaux, pas tout le temps, mais de temps en temps. Bah si, Où là, est-ce j'ai mis qu'ils le peuvent te paquet. suivre? Tu mets pas qu'en ce moment là? Sur Facebook. Oui, parce que j'ai un gros problème avec la sécurité sociale. Et c'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux à la base, moi. C'est parce que j'aimerais bien que mes patients puissent avoir des médicaments remboursés si jamais il y a des études scientifiques qui montrent que ça marche. Voilà, c'est tout. Donc, pour les gens qui ont un TDAH, ça les concerne parce que on peut prescrire du tertian à partir de 3 ans en France. Je suis désolé, j'arrive pas à me retenir de le dire. Allez, Alors dis-le. qu'il y a zéro étude, il y a zéro étude, rien, Mhm. tu vois. Et à la pharmacie, ils te donnent du tertian, tout le monde s'en fout. On est le seul pays au monde qui fait ça, hein, c'est dingue. Par contre, si tu prescris de la Ritaline à 7 ans et demi, tout le monde panique, t'as le voisin qui dit c'est pas vrai, pareil que vous faites ça. Donc voilà, moi je suis sur les réseaux pas pour raconter ma vie, parce qu'honnêtement, je suis un trouble bipolaire léger. Mhm. C'était galère, mais c'était léger. J'ai un TDAH léger. Et du coup, ma vie en tant que patient n'a d'intérêt que si elle me permet de porter le message plus large dont les patients bénéficient. Donc c'est ça qui fait que je suis sur les réseaux. Donc je suis sur Facebook, Instagram, la Donc complète, hein. Facebook, Instagram, on t'a juste Instagram, ton TikTok, Docteur Sikorov et TikTok. ouais, Et en consultation, j'imagine que tu es plein sur des kilomètres ou comment ça se passe je suis complet. Je suis complet de complet? chez Ok, complet. donc. Ah oui, non. Ok. Puis si la sécu m'emmerde trop, je dois me casser en Suisse. Donc je suis vraiment, c'est pas le bon moment pour Pas le commencer bon avec moment moi. pour Non. ça. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, les gens peuvent simplement déjà commencer par voir leur généraliste, que ce soit pour bipolarité ou TDAH, ou prendre rendez-vous avec un psychiatre disponible dans leur région. Ouais, puis il y a des associations, honnêtement, où je pense que tout n'est pas à prendre, mais clairement tout n'est pas acheté. Et du coup, dans les associations, c'est toujours les mêmes histoires, hein. J'ai regardé, je me retrouve dans tous les critères, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Les spécialistes, c'est dans 10 ans, j'ai mon bac dans 2 mois, comment je me débrouille? Et ils arrivent un petit peu à améliorer un peu les choses. Les assos font le point sur les compléments alimentaires aussi, parce que des fois, il y a des gens qui se disent, bon, ben, la Ritaline, c'est mort, je vais tester le safran ou le magnésium ou que sais-je. Donc, c'est pas une mauvaise idée de vidéo, ça, tiens. Qu'est-ce que tu peux prendre en Alors, tant que complément j'ai lu de alimentaire tout sur en ça, sur les attendant? compléments alimentaires. J'ai lu que c'était du charlatanisme et j'ai lu que c'était génial. Ouais, parce que Un tout dernier mot sur ça. tu vois, là, c'est les deux cases polarisées à l'extrême. Et il y a des gens où ça leur arrache la gueule. Déjà, l'effet placebo est bénéfique pour tout le monde en clinique. Quand tu fais de la recherche, tu essayes de lutter contre l'effet placebo. Mais combien de fois est-ce qu'un médecin te dit, tiens, tenez, prenez ça, et en fait, c'est un truc qui sert à rien, mais le patient a un effet placebo, je veux dire, on s'en prive. Donc, dans le complément alimentaire, il y a l'effet placebo qui est déjà très bien. Si le complément alimentaire coûte pas trop cher, il n'est pas toxique, etc. Donc, à mon avis, tous les praticiens devraient avoir un petit effet placebo, une molécule préférée, tu peux mettre du magnésium, ce que tu veux. Oui, des fois ça marche, me sautez pas dessus. Ça serait pas déconnant. Et après, avec le safran, par exemple, le safran, c'est un peu chiant parce que c'est l'Iran qui fait tout le safran et c'est Mhm. con, ils font aussi toutes les études du safran. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'on attend pour avoir 2, 3 études bien faites qui viennent pas d'Iran pour clore le sujet, mais bref, le safran, si tu as de l'argent et que tu veux tester, bah, tu testes. Attends, si tu testes et que ça va mieux, et bah, tu t'en fous qu'il y a une étude où la moitié des gens vont aussi bien que le placebo. C'est pas ton problème, ça n'a rien à voir, tu vois. Moi, je m'appelle Mickaël, j'ai mon bac dans 2 mois, j'ai 30 balles de dispo, bah, t'essayes le safran, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, faut pas se faire avoir. Même des fois, je te jure, c'est vrai, les gens disent, ah ben, le groupe placebo a 30% en moyenne de mieux et le groupe safran a 30% en moyenne de mieux, donc ça se vaut. Mais dans le groupe safran, il y a 20% des gens qui sont guéris. Et il y a 20% des gens qui n'étaient pas mieux, du coup, ils ont arrêté. Alors que dans le groupe placebo, ils vont tous pas mieux et rien n'a changé. Donc c'est pas la même sauce, tu vois, tu es en train de regarder les moyennes. Enfin, donc pour interpréter la littérature scientifique, à mon avis, il faut une expertise clinique, statistique, etc., que peu de personnes ont. Et donc je serais prudent avec le charlatanisme. Et je pense qu'il faut aussi pas claquer 300 balles de compléments alimentaires par mois. Mais tu vois, il y a toujours un peu de nuance, à mon avis, entre les deux. Ça nous manque, ça nous fait défaut, ça nous fait défaut. Un immense merci pour ton temps aujourd'hui. Je suis tellement content que tu m'aies C'est vrai, accordé j'ai rien dit cette interview. de craignos, hein. Non, non, tout est Si, quand je bon. vous dis vous êtes tous les mêmes, c'est Je pas pour pense que la vidéo minimiser, se hein, fera mais striker niveau pub, mais le reste était très correct. Encore une fois, merci à tous ceux qui lui mettent des commentaires en dessous. Et retrouvez le Dr Sikorov sur les réseaux sociaux. ok. Et peut-être qu'on se retrouve prochainement pour la suite. Et ben ouais, tu me diras, je fais un Substack aussi ici, ça c'est important. Je fais un C'est Substack. ce que j'ai lu. Je suis pas assez jeune pour ça. Qu'est-ce que c'est un Substack?
Alors, Tu ça, avais 3000 personnes dessus. c'est dingue. C'est-à-dire que il y a 200, tu vois, il y a je sais pas combien d'années, si tu voulais apprendre des trucs du grand professeur machin, fallait prendre ton putain de bateau et aller jusqu'à Alexandrie, tu pouvais crever, enfin, c'était le bras. Là, je peux regarder le blog du professeur qui a fait les méta-analyses machin dans mon lit, pépère, mais c'est dingue. Et donc, en fait, c'est un blog des temps modernes. Et du coup, moi, je le réserve. Enfin, tout le monde peut s'abonner, mais c'est la nuance. Tu vois, on apprend à lire les études scientifiques. Est-ce que là, on peut dire que c'est pourri? Est-ce que machin? Donc, c'est très prise de tête. Je pense que c'est pour les gens qui sont plutôt professionnels de santé, à mon avis. Alors, il y a quelques patients TDAH qui bourrinent le truc, hein, bref. Mais là, tu vois, je mets la nuance, tu vois. Là, Génial, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on peut pas juste dire des trucs en 5 secondes, c'est pas possible, quoi. bien sûr. Donc voilà, Un ça immense prend du merci. temps. Il y a des gens qui disent que ça devrait être gratuit, mais ils sont tarés, ça va pas la tête, quoi. Faut bien que je paye mes factures, moi, ils s'en foutent. Bref, voilà. Faites de radier. Un immense merci pour tout ceci. Un immense merci. Eh ben, merci de m'avoir invité.